Bonjour Nicolas Duvoux, vous êtes professeur de sociologie à Paris 8, spécialiste des questions d'inégalité, de pauvreté et d'insertion. Et à un an à peu près de l'élection présidentielle américaine, vous publiez aux presses universitaires de France Les oubliés du rêve américain, une plongée ethnographique dans les quartiers blacks et latinos, relégués et ségrégés de Boston, sur la côte est des États-Unis. Et votre objet d'étude, plus particulier dans ce livre, ce sont les non-profits, ces fondations privées financées par des mécènes qui effectuent désormais une grande partie du travail social aux États-Unis. Alors pourquoi s'être intéressé à ces fondations? Est-ce que c'est pour nous montrer les dangers d'une possible américanisation de notre système social? Et en quoi ça prolonge votre travail autour de la pauvreté et des politiques de lutte contre la pauvreté? Alors, d'abord, dans les années 90 et 2000, il y a eu un grand courant en France d'études qui ont réfléchi à partir du cas américain pour dire qu'en fait, la manière traditionnelle qu'on avait d'étudier la question sociale, c'est-à-dire en repartant de l'emploi et puis de l'État, de la manière dont l'État social s'était construit autour de la protection de l'emploi, au fait que ces manières de faire du social et d'envisager le social étaient un petit peu dépassées, qu'elles étaient anachroniques, et que si on voulait être au fait des défis du XXIe siècle, et notamment la ségrégation urbaine, notamment toutes les discriminations ethno-raciales, il fallait regarder du côté des États-Unis. Donc il y avait un décalage entre la manière, me semble-t-il, la manière dont les sociologues français réfléchissaient sur les États-Unis et ce qui se passait réellement là-bas. Donc le premier objet pour moi, c'était d'aller voir par mes yeux, de me rendre compte par moi-même de la réalité des politiques sociales dans un pays dont on nous disait, dont beaucoup de gens disaient que finalement il avait beaucoup à nous apprendre pour faire face aux défis de la société française du XXIe siècle. Alors ça, c'est le point de départ. Et en réalité, ce dont on se rend compte à première vue si on considère les États-Unis, c'est deux choses. La première, c'est qu'il y a eu un grand mouvement dans les années 80 et 90, qu'on va appeler la vague néolibérale, qui a consisté à avoir une vision extrêmement punitive de la pauvreté. En gros, pour résumer, le racisme à partir des années 1960-70 n'a plus une droit de cité à cause du mouvement des droits civiques, grâce au mouvement des droits civiques. Donc on pouvait plus, il y avait une espèce de ce qu'on appelle parce que, voilà, il y avait ce qu'on appelle le politiquement correct, il y avait ce qu'on appelle le politiquement correct qui empêche les expressions de racisme dans l'espace public. Et donc, une partie des préjugés raciaux se sont déplacés vers les politiques sociales. Et donc on a eu un double mouvement, au fond, de quasi-éradication des prestations sociales. Ça s'est fait dans les années 80 et surtout dans les années 90. Et paradoxalement, la grande réforme, elle a eu lieu sous Bill Clinton en 1996. Et en même temps, on a eu un mouvement extrêmement puissant de portée historique, d'incarcération des franges les plus pauvres, des Noirs notamment, et des Africains américains. Et donc le constat général, et là aussi un décalage par rapport à ce qu'on pouvait en savoir en France, c'était qu'au fond, les États-Unis avaient aboli toute politique sociale et qu'il n'y avait plus qu'un traitement punitif de la pauvreté. Et il me semble qu'en s'intéressant précisément à ces acteurs privés, ces non-profits, ces philanthropes dont certains sont extrêmement célèbres, on pense souvent à Bill Gates ou à Warren Buffett qui donnent une grande partie de leur fortune, on a une autre vision du social aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est pas l'État social tel qu'on le connaît en France, c'est pas des politiques publiques de solidarité, mais c'est pas non plus rien. C'est pas le règne du chacun pour soi et de l'individualisme et d'un traitement absolument punitif et raciste de la pauvreté. Il y a, au fond, et c'est ça l'objet d'études spécifiques qui m'intéresse, c'est qu'il y a là-bas une forme de politique sociale néolibérale. C'est-à-dire que ce qui pourrait apparaître comme une oxymore ou un paradoxe, une contradiction dans les termes, le politique sociale et néolibérale, en fait, eh bien, ça existe. Et ça existe sous la forme de ces actions privées qui sont relayées très localement par des gens qui sont mobilisés pour ce qu'ils appellent la justice sociale. Alors, vous avez enquêté à Boston, justement, dans cette ville de Boston, sur le travail d'une de ces fondations, plus spécifiquement, que vous appelez d'ailleurs dans le livre, un peu ironiquement, la Fondation du rêve américain, ce qui n'est pas son vrai nom, bien sûr, donc qui travaille dans les quartiers relégués de Boston, quartiers noirs, hein, à très grande majorité, bien sûr. Racontez-nous un peu cette enquête, comment vous avez été accepté dans ces quartiers, et puis aussi comment fonctionne concrètement cette organisation, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on y fait? Alors, la manière d'entrer sur un terrain associatif et philanthropique, c'est d'abord de montrer, je pense, un intérêt pour des actions innovantes. Je crois qu'il y a une grande dans le monde de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social et dont on voit les germes se développer en France. L'entrepreneuriat social,
on voit des gens qui courent après les nouvelles initiatives, qui courent après aussi les financements, évidemment, puisqu'on est dans un monde extrêmement concurrentiel. Et donc l'idée, c'était de dire, j'ai un intérêt pour ces questions de nouvelles manières de lutter contre la pauvreté, et notamment la pauvreté des populations minoritaires. L'idée sociologique, là pour le coup, à partir de cette entrée un peu stratégique, c'était de dire, au fond, ce qui est intéressant, c'est de relier les riches et les pauvres. Ce n'est pas de considérer la pauvreté comme un état de fait, comme une situation sociale quasi naturelle. Ce n'est pas de considérer non plus les riches comme étant une tour d'ivoire qui se sépare complètement du reste de la société. Et par bien des aspects, notamment les travaux de Piketty ont montré qu'il y avait aux États-Unis un enrichissement des riches tout à fait exceptionnel. L'idée, c'est de montrer que la société, elle relie quelque part, par le don philanthropique, elle relie ces catégories de la société que tout oppose. Elle relie des riches qui sont dans les secteurs de la finance, et elle relie des pauvres qui sont très très isolés dans des quartiers où il y a encore de fortes barrières sociales, raciales, économiques. Et donc la manière d'entrer, c'est de prendre pied chez les riches, dans la fondation, de s'intégrer, de travailler avec eux, et puis en même temps de faire du terrain auprès d'associations très locales qui s'occupent par exemple de la réinsertion des prisonniers. Encore une fois, on est dans des quartiers dans lesquels peut-être un tiers des hommes africains-américains sont en prison à un moment donné, donc il y a beaucoup d'associations qui s'occupent de leur réinsertion, même si ça ne produit pas beaucoup de résultats. Et donc l'idée, c'était de voir ce lien entre riches et pauvres dans la société américaine, cette politique sociale néolibérale, privée, et la manière dont, au fond, elle soumet les pauvres à une espèce de contre-don permanent. Au fond, quand il n'y a plus de politique sociale étatique, pour les pauvres, le seul moyen d'obtenir des ressources, c'est de donner son temps, de donner son énergie, de donner son enthousiasme pour des causes qui sont venues d'ailleurs. Et avec évidemment un langage, tout doit venir d'en bas. C'est évidemment une rhétorique ils appellent ça grassroots initiative, donc c'est une rhétorique de l'empowerment où tout doit venir d'en bas et puis remonter, c'est bottom-up comme on dit. Alors, en réalité, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est des initiatives dans lesquelles les pauvres, en tout cas une partie des personnes qui habitent dans ces quartiers, qui sont en fait pas les plus pauvres des quartiers, mais ceux qui émergent, qui sont à la lisière des quartiers pauvres, mais qui ne peuvent pas vraiment en sortir. Eh bien, ces habitants-là se mobilisent et donc vont acquérir des ressources en se mobilisant autour, là, en l'occurrence, d'une fondation qui décide d'investir un quartier extrêmement isolé de Boston. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est la manière dont elle le fait. C'est-à-dire qu'elle va déployer tout un registre d'actions qui vont lui permettre de toucher. Alors, ce qui peut, du point de vue français, apparaître complètement extraordinaire, c'est une fondation privée qui structure le réseau des lycées publics, qui va demander aux proviseurs de travailler ensemble pour mieux accueillir les parents, pour mieux s'occuper des enfants, pour être plus inclusif. C'est une fondation qui va s'occuper, on va dire, de promouvoir le small business. Et là, c'est aussi intéressant parce que, évidemment, on est dans une logique assez néolibérale. C'est le succès de l'entreprise privée qui doit être valorisé. Et en même temps, les petites entreprises, c'était une des principales revendications du mouvement des droits civiques. Les Noirs voulaient avoir une propriété de leur boutique, dans leur quartier, et ne plus dépendre d'autres groupes dans la société. Et puis enfin, et c'est ça qui constitue, on va dire, le cœur ethnographique de l'enquête et du livre, cette fondation, elle a l'idée qu'au fond, pour résoudre les problèmes de pauvreté, la principale clé, la solution, c'est de réunir les habitants, de les faire partager des moments, des expériences, des jeux, en tout cas de les réunir, les habitants, et de les faire échanger sous une modalité qui est celle, on va dire, d'un échange marchand. On va essayer de restructurer le monde social à partir d'un échange apaisé, où il y a pour tout le monde est gagnant, c'est gagnant-gagnant. Et donc, on va essayer de reconstruire le monde social à partir de petits groupes. Donc, la Fondation va investir sur des petits groupes de la population en se disant, à partir de là, il y a des dynamiques positives qui vont se mettre en place. On va avoir des gens qui vont être des modèles pour leur quartier, qui vont montrer aux autres qu'on peut s'en sortir par son propre moyen, qu'on peut réussir tout en restant solidaire des autres. Et donc, il va y avoir toute une scénographie de l'engagement communautaire des habitants qui va être mobilisée. Et là, l'enquête, elle s'est appuyée dans on va dire, l'étude très très précise de deux groupes qui sont à la fois les salariés de la Fondation, et ça c'est intéressant parce que la Fondation, évidemment, comme souvent aux États-Unis et d'ailleurs en France aussi, les fondations, c'est des blancs riches qui les financent et qui les dirigent, mais en réalité, les salariés qui sont au contact des populations, ils sont issus des quartiers eux-mêmes. Donc c'est des gens qui sont en ascension sociale et qui sont à la fois des managers de communauté, puis des activistes qui luttent contre l'incarcération des Noirs et qui en même temps promeuvent des modèles un peu marchands, des modèles on va dire, d'entreprise de soi.
Et donc ce groupe-là, et puis le groupe on va dire des habitants qui se trouvent mobilisés, qui n'est encore une fois pas le plus pauvre des quartiers, qui est une strate très précise de gens, on va dire, qui sont trop riches pour être aidés. Et ça, ce qu'on voit un peu aussi en France, il y a toute une partie de la population qui ne s'en sort pas, mais qui est trop riche pour être aidée par l'État quand il y a des prestations sociales, on va dire, limitées. Et en même temps qui est trop pauvre pour avoir accès à la vraie mobilité américaine, c'est-à-dire sortir des quartiers pauvres et puis aller dans des suburbs, dans des banlieues résidentielles. Donc ce qui m'intéressait, c'était la dynamique d'interaction entre ces deux groupes, en essayant de voir quel est l'effet du don philanthropique quand il va essayer de réinjecter de la solidarité, non pas par de l'argent, mais par de l'engagement dans ces quartiers paupérisés. Et alors, dernière question, quelle leçon peut-on en tirer ici en France? Est-ce qu'il faut envier ce système? À vous lire, on n'a pas toujours envie de l'envier quand même. Vous dites par ailleurs, il entretient les inégalités dans le pays quand même le plus inégalitaire du monde occidental. Donc, qu'est-ce que vous essayez de nous dire en fait sur la France? Alors, d'abord, j'essaie de donner une vision qui restitue l'ambiguïté de ces programmes. C'est-à-dire, à la fois, effectivement, ils vont de pair. À mon avis, ils sont la traduction des inégalités de revenus très importantes. Ils permettent aux riches, au fond, de justifier leur richesse, notamment quand elle est acquise dans des secteurs comme le secteur financier, dont l'utilité sociale n'est pas immédiatement évidente pour tout le monde. Donc ça c'est le premier de dire, c'est pas du repli égoïste. Il y a une forme de réinvestissement, encore une fois, néolibéral du collectif, du social, et il faut d'abord arriver à le décrire. Donc c'est ambigu, c'est à la fois quelque chose qui soutient les inégalités, et c'est à la fois quelque chose qui, pour les personnes, localement, va leur donner des petites clés pour gérer les problèmes quotidiens dans lesquels ils se trouvent et va leur donner le sentiment d'être des acteurs. Donc c'est quelque chose d'extrêmement ambigu. Et ça intéresse la France, à mon avis, à beaucoup de titres. D'abord parce qu'en France, on se trouve un peu dans une situation proche. Il y a un rejet, même si les questions d'inégalité, et même si les questions d'incarcération n'ont pas du tout les mêmes proportions, même si la question raciale n'a pas la même histoire. En France, on commence à ressentir un rejet d'une identité d'assisté social dans des couches croissantes de la population. Et là, on a un mode d'action qui a été conçu justement pour éviter ce type d'identité assez négative, qui a été conçu pour donner aux gens le sentiment qu'ils sont acteurs. C'est un petit peu une illusion, mais en même temps, ça produit des effets qu'on ne peut pas totalement négliger. Et puis, il y a d'autres leçons qu'on peut tirer. D'abord, quand on regarde cette fondation et ce qu'elle fait, elle agit sur un quartier. Elle agit sur un quartier pour cibler des Noirs. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on a tendance à penser qu'en France, au fond, on agit par exemple sur de l'urbain parce qu'on ne veut pas agir sur les groupes raciaux. Et qu'aux États-Unis, c'est très facile de parler de race. Et ça, il me semble que c'est une grande illusion. C'est jamais facile de parler de race dans une société démocratique. Et les États-Unis, comme la France, trouvent des moyens détournés. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet de voir qu'il n'y a pas forcément de passage question sociale versus question raciale. Il y a des dynamiques qui sont liées les unes aux autres et il y a des actions publiques qui peuvent avoir des effets d'occultation des deux en même temps. Ce n'est pas la diversité contre l'égalité, ça peut être des politiques publiques ou des politiques sociales néolibérales qui vont effacer l'inégalité et qui vont effacer la diversité aussi, même si elles vont la mettre en scène de manière subtile en fait. Et un autre point qui me semble tout à fait décisif, c'est qu'on a là une vision du social, une mise en forme du social qui appelle au fond une très forte personnalisation. C'est-à-dire qu'il y a une envie, un besoin de reconnaissance des riches, et il y a une envie, un besoin de participation des pauvres, ou des presque pauvres qui sont là-dedans, et que tout ça, au fond, ça recrée ces d'autres coordonnées du monde social dont il faut prendre acte dans la société française, où il y a un vrai décalage entre un certain nombre d'actions publiques, un certain nombre de discours académiques aussi, et des réalités ou des espoirs qu'on place dans des formes d'empowerment ou d'activation qui sont à mon avis, un petit peu disproportionnées. Donc l'idée, c'est de dire, au fond, on a une vision du monde social avec laquelle on doit faire, parce qu'elle s'est importée, elle a tout un ensemble de canaux, de circulation, qui font que quelque part, on se représente nous aussi le monde comme ça. Et pourtant, on vit dans une société différente. Et donc, il faut apprendre, à mon avis, à prendre acte de la force imaginaire en termes d'égalité de ce type de prestations ou d'actions, et en même temps les effets pervers ou les effets de déstabilisation de la population qu'elles peuvent engendrer.